Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et tout de suite, nous accueillons notre invité de la matinale, Augustin Marigliano. Il est co-animateur des Jeunes Insoumis Insoumises de Saint-Brieuc. Il est venu jusqu'à nous dans les studios de la matinale en direct. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon et merci pour cette invitation. Alors, on va parler de beaucoup de sujets ce matin, sujets également liés à la crise, puisqu'on est dans cette crise qui dure toujours et encore. Crise sanitaire doublée d'une crise sociale et on entend beaucoup la France insoumise sur de nombreux sujets aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir agir vite autour de cette crise sociale ? Alors, tout à fait, il faut agir vite, d'autant plus que dès le début, nous avons anticipé, nous avons proposé. Nous avons, laissé le gouvernement se dépatouiller avec la première vague qui était pour tout le monde un imprévu auquel il fallait faire face, et donc forcément à ce moment-là on pouvait accepter d'une certaine façon une forme d'amateurisme ou du moins de stupéfaction et donc peut-être des premières décisions hasardeuses. Mais nous avons quand même pensé à parler d'un plan de déconfinement. Et là, on nous a un peu fait passer pour des fous qui voulaient déjà déconfiner, remettre tout le monde dehors. Ensuite, on s'est bien rendu compte que ça avait été une nécessité et que le plan de déconfinement avait été raté puisqu'il n'avait pas eu d'anticipation, de planification de ce déconfinement. Ensuite, on a dit attention, il va y avoir une deuxième vague. Donc on a dit, Jean-Luc Mélenchon, le professeur de médecine de Havane. Donc on s'est encore moqué de nous, il n'y a pas de problème. Nous avons sorti 4 plans de déconfinement, 11 propositions de loi, notamment pour répondre à la crise sociale qui a engendré cette crise sanitaire. Aujourd'hui, nous porterons attention à la vague psy qui risque d'arriver aussi par la suite, qui sera assez désastreuse. Donc voilà, nous sommes là en tant que parti d'opposition prêts à gouverner. Nous montrons que nous sommes en capacité de penser, de réfléchir structurellement le fonctionnement de l'État avec les citoyens. Et d'ailleurs, il faut dire que nous ne sommes pas en phase avec ce système de décision qu'est le Conseil de défense, qui est donc... Conseil défense, donc c'est-à-dire que nous n'avons pas de retour sur ce qui est discuté. Nous n'avons pas. Vous auriez souhaité plus de transparence finalement. Bien sûr, déjà, nous aimerions au moins, et là je pense que ce n'est pas non plus un exploit que de souhaiter que les présidents de groupe à l'Assemblée nationale soient sollicités, qu'on puisse avoir des discussions. Par exemple, les commerces, tout ce qui est commerce, brasserie, hôtellerie, lieu de culture. Pourquoi nous n'avons pas fait de grandes consultations, Monsieur Macron aime les grands débats. Pourquoi n'en a-t-il pas fait avec les représentants du monde de la culture, des commerces, des brasseries, pour savoir s'il y avait des alternatives possibles à ce confinement drastique et radical? Car autre chose, nous avions dit, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. On en parle aujourd'hui. Ça s'appelle la résilience, c'est-à-dire passer par-delà les chocs traumatiques. Nous avons un choc traumatique qui était cette crise sanitaire que nous vivons toujours. Il faut apprendre à vivre avec, c'est-à-dire consulter les différents acteurs de la vie dans ce pays, car ce sont des gens qui sont responsables, qui ont envie de travailler dans de bonnes conditions, de ne pas s'exposer, de ne pas exposer les autres, qui ont envie de continuer à faire vivre ce pays, un pays qui est grand, qui doit rester ambitieux pour ses habitants, pour les Français. Et donc nous aurions espéré, et nous espérons toujours, que les différents acteurs de ce pays, tous ces Français qui sont restaurateurs, qui sont comédiens, qui sont dans le cinéma, qui sont parfois même des petits commerçants, qu'on puisse leur donner la parole et qu'on puisse les écouter. Aujourd'hui, on est dans un pays fracturé. Alors, crise sanitaire, on en parle, crise sociale, avec une crise économique qui est le prolongement, je veux dire, de cette crise sociale. Beaucoup de gens vont rester sur le bord de la route. Comment les accompagner? Comment ne pas justement les laisser sur le bord de la route, ces personnes qui vont être frappées par la crise sociale? Bon, déjà, il faut dire que cette crise sanitaire, elle n'a pas causé une crise sociale. Elle l'a accentuée, elle l'a accélérée. Elle l'a amplifiée finalement. Exactement. Donc, ce n'est pas improbable qu'en fin de compte, cette crise sanitaire a été un bond de 15 ans dans le temps, qui était la suite des mesures austéritaires, du tout libre marché,
du dumping social, du dumping fiscal. Donc c'est déjà dire ça dans un premier temps. Ensuite, cette crise sociale, en effet, c'est des gens qui vont être laissés sur le bord de la route. Par exemple, il me semble que vous avez invité il y a peu quelqu'un qui occupe le théâtre de Saint-Brieuc et qui sont en fait dans cette lutte pour les intermittents de l'emploi. Verdure, Tout qui à était fait. avec nous. Voilà, Gaspard. D'ailleurs, je tiens à préciser que les Jeunes Insoumis ont été là dès le début pour les soutenir. On a été à la première AG, puis on est revenu plusieurs fois chaque semaine pour les soutenir, pour voir comment ça se passait, pour voir quelles initiatives étaient portées, en leur montrant que nous étions avec eux, derrière eux, loin de notre idée de récupérer, au contraire d'appuyer ces mouvements-là. Nous, c'est notre rôle, je pense, en tant que militants insoumis. Cette crise sociale, comment on y répond? Il faut aussi mentionner que ce qu'on peut voir comme les files d'attente à des banques alimentaires, ce qu'on peut voir avec cette démultiplication des lieux, comment dirais-je, des lieux de solidarité. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, que les États-Unis prédisaient ce qui allait nous arriver. On est dans une société qui va devenir une société de mécénat, où l'État est de plus en plus faible, de plus en plus amoindri. Et c'est dommage parce que, encore une fois, un État qui sait confiner, qui sait enfermer les gens chez eux sans leur poser la question, on pourrait se dire que c'est un État fort, puissant. Sauf qu'on se rend compte que c'est un État qui est fauve avec les citoyens et faible avec les grandes entreprises, le CAC 40. Donc, par exemple, pour les jeunes, justement, qui se retrouvent dans des queues, mais de centaines de mètres, c'est assez affolant. Et moi, on a vu ces photos des files d'attente de beaucoup d'étudiants qui sont dans la précarité, qui ne peuvent plus se loger, qui dorment parfois dans la rue. Tout à fait, c'est évident. Ces gens, nous proposons le RSA pour les moins de 25 ans, donc les 18-25 ans, pour avoir un filet de sécurité, que ces étudiants puissent respirer, parce que les vagues de suicides, les étudiants qui décrochent, qui n'ont pas forcément les moyens, qui ont peut-être des parents malades, ou des parents qui n'ont pas les moyens, qui sont éloignés de leur famille, qui sont dans des campus où ils sont isolés, ce n'est plus possible. Je pense qu'on peut avoir une vision du progrès qui soit humaine et pas non seulement technologique. C'est vers ça qu'il faut aller. Évidemment, il faut qu'on renouvelle cette année blanche pour la culture l'an prochain, parce que la culture est primordiale pour l'être humain. C'est quelque chose, je pense, ici, on a tous eu à un moment donné cet élan de courage, de vitalité. La culture nous a apporté quelque chose que parfois on ne saurait même pas expliquer en fin de compte, qui nous a fait qu'on parfois on s'est levé le matin alors qu'on n'en pouvait plus, qu'on était cassé. La culture, c'est ce qui fait qu'on est profondément humain. C'est quelque chose de primordial qui nous constitue en tant que civilisation. Et c'est important pour la jeune génération aussi, la culture. Quand on est jeune, on aime bien aller au concert. Alors quand on est moins jeune aussi, hein, je rassure les auditeurs, mais on aime bien aller au concert, on aime bien aller boire un verre dans un bar, aller au cinéma. Est-ce qu'il y a là, il faut une grande urgence pour la culture et justement pour accrocher la jeunesse à la culture? L'Institut Pasteur a dit que 80% des contaminations venaient de fermer en droit clos. Mais dans ce cas-là, pourquoi n'avons pas nous dit ce ne doit pas être un confinement, mais alors justement une ruée vers l'extérieur. Tous les endroits où justement des jeunes ont bradé les obligations, les interdictions, ou même des moins jeunes comme au Carnaval à Marseille. Est-ce qu'on pourrait à la limite dire que ce n'était pas responsable en vue justement de la crise des hôpitaux? Voilà, il y a une colère de la part des soignants qui ont dit oui, il y a une part de responsabilité. Alors après, moi je suis vigilant à pas opposer les soignants et les citoyens qui n'en peuvent plus. Moi je n'ai pas à dire si c'est mal ou si c'est bien de sortir. J'ai juste à dire par contre que c'était envisageable, on pouvait imaginer que ça allait se produire. Il y avait un besoin. On se rend compte quand il y a eu ces événements en extérieur qu'il n'y a pas eu de foyer du virus. Et donc pourquoi justement ne pas démultiplier les lieux de culture en extérieur, par exemple à Saint-Brieuc où le théâtre est occupé. À chaque marché, justement, le mercredi, le samedi, justement, on a des concerts sur l'estrade, en face de la place publique, où il y a le marché, et c'est une certaine façon de réintroduire la culture pour les gens, pour les citoyens qui viennent sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le marché, en plus, nous avons de tout. Nous avons des gens qui ont une situation aisée, d'autres moins. Nous avons des travailleurs, nous avons des gens qui sont là pour se balader. Donc, je trouve, c'est très symbolique, c'est très fort. Et encore une fois, moi, les gens que j'ai vus commencer à occuper ce théâtre et qui l'ont occupé, qui ont fait des concerts, qui ont peint, qui ont fait plein de choses différentes, en fin de compte, ces gens-là, ils sont en très bonne santé, je vous le dis. Et ils sont là depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, c'est pour dire que on peut vivre
la culture avec ce virus, c'est pas un problème. Maintenant, il faut le penser, il faut discuter avec les différents acteurs, il faut l'anticiper, voilà. Alors je parlais d'un pays fracturé socialement, économiquement tout à l'heure. On a également ces fermetures d'usines, hein, on pense à quelques-unes ici en Bretagne. Est-ce que là aussi on est dans un phénomène qui va s'amplifier et qu'il va falloir anticiper? Nous, à la France Insoumise, ça fait un moment déjà qu'on dit qu'il faut penser la réindustrialisation de notre pays. Car un pays qui n'est pas industrialisé, c'est un pays qui ne peut pas dire qu'il veut une production écologique, une production responsable des droits humains. Donc déjà, nous disions, avant d'avoir de belles et grandes pensées humanistes, qu'on ne peut pas imposer aux Chinois ou aux travailleurs du Bangladesh. Il faut déjà penser à reproduire en France. Et ensuite, imposer nos conditions dans notre pays. Pour aussi être... On va vous opposer que ça coûte un peu plus cher. Mais oui, bien sûr que ça peut coûter plus cher, mais déjà, justement, c'est tout le principe de l'inflation, c'est augmenter les salaires, augmenter le prix des produits. En fin de compte, ça coûte plus cher, mais le niveau de vie aussi augmente, indépendamment, parce que un pays qui est réindustrialisé, c'est un pays où il y a moins de chômage, où l'État n'est pas forcément... là, je ne vais pas dire ce terme, perfusé, ce que je veux dire, c'est que l'État a moins besoin d'être à l'appui, justement, de ses citoyens, parce que... il y a moins d'État-providence, finalement. Disons que l'État a un autre rôle, peut-être d'orienter, par exemple, pour l'industrie. Nous, on est pour une planification écologique, une bifurcation écologique par l'industrie. Par exemple, pour les régionales, on peut en parler. On va y venir, effectivement, au régional, on peut y aller. On veut penser un plan de déconstruction navale pour penser justement une économie circulaire sur toute cette industrie maritime, en faisant des circuits circulaires où justement il y aurait des sites de démantèlement des bateaux et de réutilisation des pièces. C'est des choses qu'on peut penser. Donc il faut penser concrètement, proposer, dire que ça va être des choses qu'on va planifier pour les 10, 20, 30 prochaines années, que l'État doit avoir un rôle fort, parce qu'aujourd'hui l'État a versé des milliards au CAC 40 à des entreprises qui ont délocalisé dans les pays de l'Est, en Asie, et que ça c'est un véritable problème qu'on donne de l'argent sans contrepartie. Je suis pas sûr que dans la vie de tous les jours quelqu'un donne de l'argent sans attendre du moins un retour qu'on le rembourse, ou alors une contrepartie. Et là l'État français, lui, se permet comme ça de façon tout à fait frivole, de jeter des milliards d'euros, alors que nous avons des étudiants dans la misère, des chômeurs qui ne demandent qu'à travailler, et pour ça l'État doit avoir un rôle fort, c'est-à-dire proposer, montrer une ligne directrice. Alors on est, Augustin Marigliano, dans un temps court aujourd'hui en politique. Vous parliez de vision à long terme, on a l'impression que la vision se fait à court terme plutôt aujourd'hui. Tout à fait. Pour rester dans le terme de la réindustrialisation, mais tout en se projetant vers l'avenir, on a notamment parlé des purificateurs d'air. Donc c'est une sorte de ventilateur qui tourne avec un rayon laser qui élimine les particules qui pourraient être sensiblement des virus. On a des entreprises qui savent faire ça en France. Pourquoi nous n'avons pas développé les sites partout dans le pays? Pourquoi nous n'avons pas fait proliférer cette production pour, en fin de compte, par exemple, les mettre dans les différentes classes? Parce qu'on se rend compte que malheureusement toutes les classes ne sont pas divisées par deux, et encore une fois, on se rend compte qu'on a des classes qui peuvent être encore surchargées. Alors évidemment qu'on n'est pas aidé quand les profs qui partent ne sont pas remplacés, mais voilà. Là on parle effectivement d'éducation avec cette crise qui amplifie là aussi encore des problèmes qui étaient là. Tout à fait, c'est ça. Encore une fois, c'est ça. On peut prendre l'exemple des soignants, des infirmiers, des médecins. Moi, par exemple, ce moment où on a voulu applaudir, soutenir les soignants, moi, c'est pas des choses que j'ai fait, par exemple, parce que je considère que ça fait 30 ans qu'on est en train de complètement détruire l'hôpital public, qui était pourtant une fierté nationale, qui était l'héritage du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire de Gaulle, des communistes, des résistants en tout genre, de cette France qui s'assumait comme hétérogène et qui pourtant avait réussi à porter un projet sur plein de thèmes de la vie. Et donc la santé était notre fierté, la sécurité sociale, c'est-à-dire chacun a ses moyens pour tous aux besoins. Voilà. Donc la solidarité nationale. C'est ça, qui est bénéfique. On peut l'accorder en tout point à l'ensemble des Français et à notre pays dans sa manière de perdurer et de se projeter vers un avenir désirable. Que ce soit Roselyne Bachelot, Marisol Touraine,
Agnès Buzyn, Olivier Véran, ce sont des gens qui, même pendant la pandémie, ont fermé des lits. Et il faut le dire, c'est assez fou. Enfin, je veux dire, on avait déjà une première vague, une deuxième vague arrive, on ferme des lits en Ile-de-France. Et du coup, on est obligé de prendre les malades, de les amener en banlieue parisienne. On est obligé de faire ces exfiltrations, je dirais presque. Et même au-delà hein, des malades parisiens. Bien sûr, qui viennent jusqu'en Bretagne. Jusqu'en Bretagne, tout à fait. Jusqu'en Brest ou à Saint-Brieuc, voilà. Exactement. Je veux dire, on les éloigne de leur famille, on les met en danger aussi en les transportant comme ça. Ça n'aurait pas dû être nécessaire. Mais on a fermé des dizaines de milliers de lits depuis ces 30 dernières années. Donc malheureusement, il fallait s'y attendre. Et moi, je veux pas participer à ce coup de communication que d'applaudir alors qu'on sait que les gens qui nous dirigent, qui sont les mêmes, parce que Gabriel Attal était dans le ministère de Marisol Touraine, hein, parce qu'il avait copiné avec sa fille à l'école alsacienne. Donc tout ça, c'est du copinage, ce sont les mêmes, ce sont les frères, ce sont les amis, tous ces gens se retrouvent à ces hauts lieux, décident et je suis désolé, mais ont du sang sur les mains à un moment donné. Augustin Marigliano, il y a une nouvelle génération politique qui arrive, vous en faites partie. Est-ce que justement cette nouvelle génération va devoir, j'allais dire, faire de la politique différemment ? Oui, bien sûr, on peut le constater déjà avec les marches climat par exemple, contre les violences policières. Moi j'ai vraiment confiance en la jeunesse en fait, et loin de moi de dire que les plus de 50 ans sont des irresponsables, pas du tout. Au contraire, je pense que les solutions que les jeunes aujourd'hui proposent, c'est des choses qui ont déjà été, enfin, je veux dire, on a connu quand même des grands moments, que ce soit 68, que ça soit le Larzac, toutes ces choses-là, tous ces événements-là sont la preuve que ce n'est pas qu'une affaire de génération, mais je pense qu'aujourd'hui ça s'est amplifié, généralisé, et qu'aujourd'hui tous les jeunes sont d'accord pour dire que l'humain contribue au dérèglement climatique, qui nous met en danger, ce dérèglement climatique qui se matérialise notamment par des crises sanitaires, avec l'humain qui va sur des zones qui étaient avant sauvages et qui du coup rencontrent des espèces animales qui avant ne rentraient pas en contact avec nous et donc qui créent des mutations et ainsi de suite. Ça, c'est le dérèglement climatique, c'est cette crise que nous vivons, cette crise du capitalisme, du libre-échange, et dont nous nous rendons compte que nous arrivons dans une impasse. Et moi, j'ai profondément confiance en cette jeunesse qui a investi les réseaux sociaux, qui communique beaucoup, qui est extrêmement informé, que ce soit sur les projets sociétaux, environnementaux, mais aussi sociaux, parce que c'est les premiers touchés par ces crises. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour la suite. Alors, on va parler des régionales. Je vous l'ai promis tout à l'heure, la France Insoumise se présente pour les régionales. On aurait pu imaginer, je vais vous titiller un peu, Augustin Marigliano, on aurait pu imaginer que les forces de gauche, toutes les forces de gauche, se réunissent. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas non plus pour les départementales, où hier, il y a une alliance des forces de gauche. Ici dans le département des Côtes-d'Armor, c'est une première, c'est assez historique. Pourquoi la France Insoumise n'a pas voulu y aller ? Alors, tout est déjà dans les mots. Ce n'est pas qu'on n'a pas choisi. Moi, j'ai désiré justement cette collaboration avec les autres forces politiques de gauche. On a montré qu'on était de volonté lorsque dans le Nord nous nous rassemblons derrière Karim Ardeli d'Europe Écologie Les Verts, en Normandie derrière Fabien Roussel. Donc nous sommes prêts, nous, à nous ranger derrière des candidats quand c'est nécessaire, quand on se rend compte qu'une candidature a peut-être davantage de chances, notamment dans le Nord où le Rassemblement national est extrêmement fort, extrêmement implanté. Donc nous n'avons pas d'a priori négatif lorsqu'il s'agit de faire des unions. Cela étant dit, nous connaissons tous et la stratégie d'Europe Écologie Les Verts, justement, de garder, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ces têtes de liste dans les 13 régions. C'est un choix qu'ils ont fait et nous le savons tous, nous ne sommes pas aveugles dans la perspective des présidentielles pour appuyer justement leur poids potentiellement électoral, leur candidat, c'est ça. Il n'y a pas de honte à faire de la politique, il n'y a pas de honte à penser à 2022, nous pensons aussi à 2022, bien entendu. Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré très tôt. Tout à fait, il s'est déclaré très tôt parce qu'il y avait cette crise sanitaire et qu'il fallait prendre le temps parce que la campagne a été longue, pénible et que nous devions convaincre. Pour la région Bretagne,
Europe Écologie Les Verts n'a pas souhaité faire alliance avec nous. Nous aurions été capables de nous ranger derrière Europe Écologie Les Verts. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Europe Écologie Les Verts a mis en évidence des désaccords qui ne relèvent pas des compétences régionales, c'est-à-dire le fédéralisme, par exemple. Nous sommes pour un retour à l'État souverain, à l'État-nation. Tandis que Europe Écologie Les Verts est pour une Europe des régions. En effet, c'est comment dire, même si parfois nous voulons les mêmes débouchés, nous n'avons pas les mêmes moyens. C'est la démocratie. Mais ça n'a rien à voir avec l'échelon local. Nous sommes pragmatiques. Nous voulons dire que lorsque l'échelon local pour la région, c'est le transport, c'est l'agriculture, c'est voilà, c'est l'économie. On peut se mettre d'accord. Enfin, je veux dire, on a quand même pas mal de points d'accord sur ces niveaux-là. Malheureusement, ils ont joué un peu cette carte, comment dire, un peu assez facile politicienne. Que nous regrettons. Est-ce que ça risque pas de faire l'affaire finalement du Rassemblement national ? Ce qui fait l'affaire du Rassemblement national, c'est cette politique de l'austérité depuis 30-40 ans. Vous savez, pour revenir au Conseil national de la résistance, ce Conseil national de la résistance, ses propositions, la sécurité sociale, ça ne s'est pas bâti sur rien. Ça s'est bâti après le fascisme qui est arrivé sur Paris quand même, qui s'est abattu sur Paris. C'est sur la France entière d'ailleurs. Hein. Donc le Conseil national de la résistance a été là pour porter une réponse, pour porter une alternative au fascisme. D'accord ? On a eu des fous qui ont venu annihiler des peuples tout entiers en Europe, qui ont été extrêmement puissants, qui ont envahi la France, qui sont allés aussi à l'Est. Et puis il fallait reconstruire. Il fallait reconstruire, mais il ne fallait pas reconstruire n'importe comment. Il fallait reconstruire de sorte à que le fascisme ne soit plus une possibilité. Il fallait empêcher justement de faire renaître ces relents de haine entre les autres qui sont souvent dus à des situations matérielles d'existence malheureuses, déplorables, où les gens sont malheureux et justement, évidemment que c'est plus facile de dire c'est de la faute à lui, c'est de la faute à ce migrant. Non, je suis désolé, c'est ceux qui sont au pouvoir depuis 30-40 ans qui cassent ce qu'a proposé le Conseil national de résistance, qui était la sécurité sociale, et on se rend compte que plus l'hôpital public dépérit, plus le Rassemblement national monte, et il faut le dire aussi. Et puis bien sûr, il ne faudra pas omettre que le Rassemblement national monte aussi parce que Emmanuel Macron se complaît à jouer ce double tour, qu'il sera gagnant parce que forcément Marine Le Pen a un plafond de verre comme on le connaît tous, même si on commence à craindre de plus en plus que celui-ci ne se fasse exploser. Il y a une grande désespérance finalement dans ce pays qui peut amener à se tourner vers le Rassemblement national, les électeurs en tout cas. Ouais, bien sûr, mais en fait ce que je pense, on est tous convaincus aujourd'hui ici à cette table en tout cas que le Rassemblement national est une entreprise familiale qui a un ancrage fasciste. Il faut rappeler que c'est un proche des SS qui avait justement lancé ou créé le Front National. Qu'aujourd'hui il y a des connivences extrêmement douteuses avec Génération Élitaire, qui est un groupuscule qui s'accaparait les fonctions de l'État. Qui a été dissous. Qui a été dissous, bien heureusement. Le gouvernement. Malheureusement, on peut voir que l'Action française, par exemple, est arrivée et est entrée dans le Conseil régional d'Occitanie pour porter une banderole. Les images étaient assez glaçantes. Donc on est quand même à un stade où il faut être extrêmement vigilant. L'appel des généraux dans l'heure actuelle était un problème également. Nous avons été les seuls à nous alarmer de ça, car les appels au putsch n'avaient pas eu lieu depuis la guerre d'Algérie. Il faut rappeler que ce soit la guerre d'Algérie, la Seconde Guerre mondiale, ce sont des périodes ce sont quelques décennies qui nous séparent. On n'est pas si loin de ça. L'histoire humaine est très proche. Enfin, je veux dire, il faut faire attention. Les guerres ne sont pas des choses qui s'enterrent et puis là, on serait dans un monde de progrès. On serait parti vers quelque chose de forcément beau. Non, attention. L'histoire est cyclique. Les malheurs peuvent revenir. Et par contre, j'ai pas répondu sur les départementales. En effet, nous n'avons pas eu d'union de la gauche, tout simplement parce que le leader, qui est le Parti Socialiste, ne nous a pas fait rentrer. C'est bien dommage. Europe Écologie Verts Génération était plutôt favorable d'ailleurs à notre entrée. Peut-être pas assez pour qu'au final ça se fasse, mais en tout cas, il y avait cette volonté. C'est regrettable. Maintenant, nous avons des listes France Insoumise avec des citoyens, des syndicalistes, des militants associatifs. Donc nous portons un projet à l'image de notre peuple, hétérogène, avec chacun son vécu, ses expériences, et évidemment que nous serons là, par exemple dans le département, dans 3 cantons, où nous aurons des candidats, parce que nous avons ce souci de cohérence, et aussi de radicalité au sens d'aller à la racine des problèmes, et donc nous serons prêts à venir
appuyer justement les lieux de culture, la démocratie par exemple. La démocratie, j'en parle parce que c'est important, initier des commissions citoyennes dans les constructions de politiques publiques pour les grands projets notamment. On peut passer par exemple à la rocade par exemple, qui est un projet extrêmement coûteux. Il y a le 4e quai qui est problématique aussi, c'est 38 millions d'euros pour le 4e quai, 10 à 18 millions pour la rocade, pardon, j'ai inversé les chiffres. Mais c'est des projets extrêmement coûteux, on ne sollicite pas les citoyens, et c'est bien dommage. Voilà, solliciter les citoyens, les écouter, et puis ce renouveau générationnel. Est-ce que vous arrivez à parler néanmoins, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'alliance, avec les autres formations, y compris même celles qui sont éloignées de vos idées ? Alors, discuter, c'est primordial, il faut faire avec tout le monde, du moins presque tout le monde. Je pense que vous comprenez à qui je fais allusion. Évidemment, c'est primordial. C'est la démocratie, il faut discuter, il faut ne pas être d'accord, c'est ça, on discute, on n'est pas d'accord, c'est le conflit, c'est ce qui fait émerger les idées nouvelles. Parfois, on va être d'accord, on va faire l'unanimité et c'est très bien. Des fois, on va pas être d'accord et on va proposer des choses différentes. Mais voilà, donc par exemple, je voudrais réaffirmer aussi, parce que ça me tenait à cœur d'en parler, la dette paysanne. Aucune autre liste régionale parle de la dette paysanne. Cette dette qui tient le couteau sous la gorge aux paysans, aux agriculteurs, et qui est extrêmement problématique, notamment dans la transition écologique et aussi dans comment vivent les agriculteurs leur métier, c'est-à-dire une pression insupportable, des fois allant jusqu'à les porter à la mort par le suicide. Et ça, c'est extrêmement grave quand ceux qui vivent la terre, qui nous nourrissent, se tuent, c'est qu'on est dans une société qui s'effondre. Donc il faut être extrêmement vigilant. Pensez à la dette paysanne. Aujourd'hui, les paysans, et là je veux leur parler, ne seront pas seuls. Ils n'ont pas à porter sur leurs épaules tous ces choix désastreux qui ont été faits pour l'agriculture, que ça soit avec des exploitations immenses, avec des économies d'échelle qui étaient complètement foireuses en plus, avec des grandes surfaces qui ont incité ça, qui ont fait baisser le niveau de vie des agriculteurs, qui ont incité à la surproduction, qui ont stérilisé nos sols, qui les ont tués, qui ont tué la biodiversité, qui tuent aujourd'hui des travailleurs à cause des algues vertes justement, qui sont le fruit. On en parle beaucoup en ce moment, tout à fait. des algues vertes, avec un retour et puis un rapport aussi de la Cour des comptes qui a pointé du doigt la gestion justement de cette, j'allais presque dire, on va pas prendre le mot de pandémie, mais en tout cas ce retour des algues vertes très tôt, très tôt. Déplacer les algues vertes, ce que fait donc la région de la plage du Valais à Cesson, à Saint-Brieuc, c'est 1 million d'euros par an. Tout cet argent qu'on perd à essayer de répondre à des problèmes systémiques, mais par des petites touches comme ça qui comptent pourtant une fortune, c'est un problème aussi. On se rend compte que beaucoup d'argent est perdu. Par exemple, je ne comprends pas que la région soit au capital de Triskaïa quand même. Il faut dire que c'est un problème. C'est une entreprise qui a surexploité et surexposé ses travailleurs à des produits chimiques qui aujourd'hui sont pour certains décédés. On va devoir s'arrêter là, Augustin Marigliano, parce qu'on va parler galop dans un instant sur l'antenne de... Nous sommes d'ailleurs pour que le public propose du galop aussi dans les écoles, voilà, ainsi que le breton. Le galop et le breton, c'est important. Voilà. Un tout dernier mot, mais alors vraiment tout rapidement, la réunification de la Bretagne. La réunification de la Bretagne, c'est assez simple. Nous voulons être la voix des citoyens. Donc, si les citoyens souhaitent que ce débat ait lieu, il aura lieu. Mais d'abord, peut-être avec une certaine méthode, c'est-à-dire que nous souhaiterions que ce soit la Loire-Atlantique qui d'abord fasse référendum départemental pour savoir s'ils sont d'accord. S'ils acceptent, s'ils veulent aller vers cette voie de la Bretagne à 5 régions, et bien ensuite, les Bretons pourront aussi participer à un référendum qui déterminera s'ils sont favorables à ce rassemblement d'une région à 5. Eh bien, Augustin Marigliano, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie, Stéphane. En direct dans la matinale. Vous êtes co-animateur des Jeunes Insoumis Insoumises de Saint-Brieuc et vous êtes venu jusqu'à nous au studio et je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.